à se connecter et que vous n'avez pas de problème de son ni, d'affichage du diaporama, hormis cette petite fenêtre qui va peut-être, s'ouvrir et se fermer de temps en temps. J'en suis, désolée encore une fois. Alors on est évidemment très heureux de vous accueillir dans cette salle virtuelle de la Bibliothèque nationale de France. On a parfois des petits couacs techniques, mais j'espère que tout va bien se passer. Heu, Encore, on est toujours Essayez de couper vos micros au fur et à mesure, s'il vous plaît. Je vous oui. remercie. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir et puis nous sommes évidemment aussi très heureux d'accueillir, Laurence Le Guen, même si, les conditions techniques ne sont pas tout à fait idéales. Elle est chercheuse associée au laboratoire du CELAM à l'université de Rennes 2, et membre de, l'AFRELOS, qui est, l'association française de recherche sur les livres et objets culturels de l'enfance et professeure de lettres. Donc elle est spécialiste de, photolittérature, notamment consacrée à la jeunesse. Elle va évidemment vous, parler longuement de cette histoire au cours de cette, conférence et je vais lui donner, tout de suite la parole, tout en vous rappelant que nous aurons un temps d'échange possible à la fin de la conférence pour que vous puissiez, poser vos questions. Mais n'hésitez pas tout de même à le faire, au cours de la conférence et dans le fil de la discussion. Laurence, je vous cède la parole. Bonjour, merci beaucoup Virginie. Je tiens d'abord à vous remercier de cette invitation à participer aux conférences organisées par le CNLJ. Un grand merci à Jacques Vidal-Naquet et donc à toute son équipe qui ont bataillé pour maintenir la tenue de cette conférence malgré les circonstances actuelles. Vous découvrez en regard du titre la couverture du livre 150 ans de photolittérature pour les enfants qui a été réalisé par Yves Mestralet des éditions Mémo spécialement pour la conférence. Donc, je lui adresse un remerciement chaleureux. Eh bien, j'y vais. Une actualité récente montre un intérêt actuel et international pour cette littérature pour la jeunesse qui accueille des photographies. En effet, pour faire un rapide tour d'horizon, en 2016, il y a eu une première exposition dédiée à la photolittérature adulte à la Fondation Michalski à Lausanne. Une exposition d'ouvrages photolittéraires pour la jeunesse italien a été présentée à Rome à l'automne dernier. Actuellement, on a l'exposition Clic-Clac, la photographie dans la littérature jeunesse qui se tient à la médiathèque José Cabanis de Toulouse. Et puis, le musée de la photographie de Charleroi accueillera à son tour une exposition dédiée à cette photolittérature pour la jeunesse l'année prochaine. Enfin, un colloque réunissant les spécialistes du genre, un colloque international, se tiendra en Zoom à Stockholm le mois prochain. Donc, votre invitation s'inscrit dans cette reconnaissance et cette redécouverte des livres photo-illustrés pour la jeunesse et je me réjouis pleinement de participer à ce moment de redécouverte. Revenons au commencement. J'ai soutenu en 2019 une thèse sous la direction du professeur Jean-Pierre Montier à l'université de Rennes 2, une thèse qui s'intitulait et qui s'intitule toujours « Littérature pour la jeunesse et photographie, mise à jour et étude analytique d'un corpus éditorial européen et américain des années 1860 à nos jours ». Ce titre un peu complexe signe un parti pris, il entendait sceller l'association de la littérature pour la jeunesse et la photographie. L'enjeu de cette thèse était double. Il voulait mettre en évidence les liens étroits entre les livres pour l'enfant et la photographie et mesurer leurs incidences avec des perspectives historiques et géographiques larges. Mais questionner la littérature de jeunesse, c'était d'abord poser le problème de sa définition et si tout fonctionne bien, j'arrive à ma diapo suivante et là, rien ne fonctionne. Alors, pourquoi donc? Je clique. Je vous en prie. Et merci beaucoup. La littérature de jeunesse, vous le savez, semble pouvoir être identifiée grâce à son destinataire, ce public particulier qui est l'enfant. Mais quel enfant? Le petit enfant ou l'adolescent? Les livres qui leur sont destinés ne sont absolument pas les mêmes. Une autre raison qui caractérise la définition de la littérature de jeunesse est celle de sa finalité. La littérature de jeunesse peut en effet avoir vocation à instruire en distrayant ou distraire en instruisant.
Immanquablement, sa mission éducative la lie donc à l'histoire des courants pédagogiques, à commencer par celui du mouvement des kindergarten, qui se déploie dès la fin du XIXe siècle des deux côtés de l'Atlantique. Une constante de cette littérature est également la présence d'images, lesquelles sont imprimées dans l'espace d'une page, voire d'une double page, et donc leur insertion dans le livre est liée à l'histoire de l'édition, à celle de l'imprimerie et à celle des courants artistiques. Cette question de l'image renvoie aussi à celle de la valeur de ces productions et interroge le mot même de littérature. Souvent, l'image a chassé le texte dans certains albums, donnant au visible plus de place qu'au lisible, avec pour conséquence la considération parfois faible que développent à son égard les universitaires, qui la qualifient souvent de paralittérature. La question de ces auteurs n'aide pas non plus à définir cette littérature. L'introduction des images dans ces ouvrages double même la notion d'auteur, et ici d'auteur-photographe, puisqu'il faut tenir compte également de celui qui a réalisé les images. Enfin, ces ouvrages sont parfois l'objet de traductions, de circulation entre les pays et les continents, donc sont inscrits dans une transculturalité. Benvenuto Piero Cavagna, sono felice di incontrarlo. Se dopo vi interessasse anche la roba italiana, mettendo dentro un po' di Ferrari. Lo so, vado a parlare ancora e lei potrà parlare con noi dopo, quando avrò finito. Perfetto. Pour pallier à ce problème de définition de littérature pour la jeunesse, j'ai donc choisi de parler de littérature au pluriel et cet emploi du nombre a son importance. Il signifie que le nom de littérature de jeunesse couvre plusieurs réalités, des publications différentes par leur finalité et leur destinataire. Il impliquait donc pour moi de ne pas me limiter à la production littéraire pour enfants contemporaines, mais de m'intéresser à des productions plus anciennes, inscrites dans une chaîne de production. Il impliquait également que j'ouvre mon propos aux productions étrangères et notamment à celles issues de la littérature de jeunesse américaine. Le deuxième terme de l'intitulé de ma thèse était celui de photographie. Alors, petit rappel. En 1820, Niepce parvient, avec le procédé de l'héliographie, à enregistrer une vue de la cour de sa maison. En 1839, Daguerre invente le daguerréotype et en fait don au monde. En Angleterre, un peu plus tard, Henry Fox Talbot invente le négatif qui permet de multiplier les photographies. L'invention du Kodak, qui commercialise le premier film souple pour petit boîtier, est fondamentale puisqu'elle permet au plus grand nombre de pratiquer la photographie et ouvre le champ aux amateurs et notamment aux femmes. You press the button, we do the rest, proclame la campagne publicitaire. Le procédé de la trichromie permet, lui, de réaliser des photos en couleur. Comme vous le voyez, le terme de photographie est donc indissociable des inventions qui jalonnent son histoire. La photographie possède un statut ambigu. Dès sa naissance, elle est présentée à la fois devant l'Académie des sciences et l'Académie des beaux-arts. C'est une technique issue d'un procédé chimique, l'intervention de l'homme y est quasi absente. Pourtant, les photographes ambitionnent rapidement de développer ces possibilités artistiques. Nombre de peintres tentent alors de l'exclure du champ des beaux-arts, trop mécanique, trop industriel, trop sans imaginaire, trop lié au réel. Étrangement, ce sont des critiques que l'on retrouvera 100 ans plus tard à l'égard des livres pour la jeunesse illustrés de photographie. Certains photographes se revendiquent pourtant artistes. Les tenants du courant international des pictorialistes travaillent leur photographie de façon à ce qu'elle puisse rivaliser avec l'art de la gravure et de la peinture. Ils exposent, publient dans des revues, fondent des clubs, ouvrent des galeries, à l'image de Stieglitz et Steichen. Dans les années 20-30, les photographes souhaitent au contraire s'éloigner de la peinture et offrir leur propre langage. De nouvelles perspectives et points de vue sont étudiés et l'exposition Film und Photo qui se tient à Stuttgart en 1929 accueille les photographies de ces nouvelles figures de la photographie, dont Hergé Landau, qui photographie des architectures, des nus, des paysages, des enfants.
À ce moment-là, certains photographes associent la photographie au courant artistique du moment, dadaïste, constructiviste, surréaliste. Claude Cahun, notamment, et Man Ray multiplient les inventions esthétiques. La photographie est rapidement mise au service de multiples usages depuis l'invention de cette technique. Elle est source d'information lorsqu'elle développe une collaboration avec le journalisme et donne lieu à des photoreportages sur les guerres ou les difficultés sociales des populations. Elle s'associe à la publicité et devient support à la diffusion de la mode et des produits manufacturés. Associée à l'anthropologie, elle est le point d'appui des discours scientifiques, documentaires ou expressives. Elle accompagne les productions littéraires. Photomontée, elle est mise au service de la propagande. Elle génère donc de nombreux discours issus du monde littéraire, comme Baudelaire, de celui des photographes, comme Molinage, mais c'est à partir des années 1970-1980 qu'une théorie s'élabore réellement autour de la photographie, la théorie ontologique, qui repose sur la dimension d'enregistrement du réel, et je vous renvoie aux travaux de Barthes, Krauss et Sontag. Inscrire la rencontre de ces deux arts dans le champ des études photolittéraires, c'était lui donner une place toute choisie. Le titre de ma thèse semble indiquer que la littérature pour la jeunesse et la photographie semblent évoluer sur des voies parallèles non destinées à se rencontrer. Considérées toutes deux comme des arts mineurs, elles étaient pourtant faites pour se rencontrer, pour conclure des alliances qui allaient mener à des œuvres hybrides, non pures, pour bousculer le couple traditionnel de la littérature pour la jeunesse et du dessin. Le constat est le suivant. Les premières créations faisant collaborer photographie et texte pour la jeunesse remontent aux années 1860, lorsque des ouvrages illustrés de photographies représentant des scènes de la vie voient le jour, comme celui de Hans Christian Andersen et Harald Petz. Je ne vais pas vous le dire en danois, je vais vous le faire en français. Photographie d'un groupe d'enfants. Le photographe danois de la cour du Danemark photographie pour cet ouvrage des enfants costumés, prenant la pose dans des petites mises en scène pour un ouvrage publié en 1866. J'ai connaissance d'un ouvrage aussi publié en 1860 à Boston, Little Rossi, mais je ne l'ai pas vu. Par la suite, et il ne faut pas l'oublier, de grands noms de la photographie ont osé s'aventurer dans la production des livres pour enfants, tels que le photographe américain Ansel Adams, mais aussi Laure Albin-Guillot, Claude Cahun, Edward Curtis, le photographe des Indiens, Dominique Darbois, Robert Doisneau, André Kertész, François Collard, Hergé Landau, Thérèse Leprat, et Emmanuel Souget, Edward Steichen, et plus près de nous, Annette Messager, Sarah Moon, Cindy Sherman, William Weckman. Des écrivains de renom également se sont inscrits dans l'histoire de ces publications, tels qu'André Mauroy, Marcel Aimé, Maurice Genevoix, Karel Capek, Jacques Prévert. Des écrivains estampillés pour la jeunesse ont aussi tenté l'aventure de la collaboration avec un photographe comme Margaret Wise Brown, Anne Herbeau, Suzy Morgenstern et plus récemment Timothée de Fombelle. D'autres, moins célèbres ou amateurs, ont également apporté une importante pierre à la construction de cette histoire. Le champ des études photolittéraires qui se développe depuis la fin des années 80 a permis d'accueillir l'analyse de ces productions. Et je m'arrêterai un temps sur cette notion de photolittérature. Il a été employé pour la première fois en 1980 dans la revue des sciences humaines dirigée par Charles Grivel, et il désigne ce que mon directeur Jean-Pierre Montier appelle un territoire, un lieu où se rencontrent les deux arts. La photolittérature accueille donc les ouvrages nés de la collaboration entre écrivains et photographes, des écrivains qui se veulent aussi parfois photographes et des photographes qui entendent prendre la plume. Elle comprend aussi les photographes qui soumettent leurs photographies à des écrivains dans un objet livre accompagné de légendes, de postfaces, de préfaces. Elle intègre le travail des photographes qui s'emparent de textes dans lesquels ils puisent matière à leur création. Elle accueille aussi des textes d'écrivains sans photographie, mais au sein desquels elle a laissé sa trace, ou des photographies sans texte, mais dans lesquelles il est pourtant sous-jacent. Elle s'intéresse donc, cette photolittérature, à ces nouvelles collaborations, à ces audaces créatives
qui existe depuis que la photographie est née et a été en mesure d'être intégrée dans le livre. Pour faire exister ces ouvrages qui sont régulièrement noyés sous d'autres appellations, j'ai donc décidé d'utiliser ce terme de photolittérature et de baptiser ce corpus photolittérature pour la jeunesse en m'inscrivant dans la lignée des études sur la photolittérature adulte. Alors, j'ai réalisé un recensement d'ouvrages en m'appuyant sur l'analyse des catalogues établis lors d'expositions, l'analyse des fonds de bibliothèque, des listes réalisées par des collectionneurs français et américains. L'ouvrage incontournable que vous connaissez peut-être est celui de Moose White, publié en 1999, qui comptabilise plus de 1300 ouvrages, essentiellement nord-américains, portant sur la période 1854-1945. D'autres ouvrages comme Les Soleils noirs et Perles noires de Paul Edwards ou Le Flash sur les livres de photographie pour enfants de Michel Defourny et Elisabeth Lortic m'ont été également d'un grand secours. Mais je dois surtout remercier les bibliothèques et les bibliothécaires car la découverte de nouveaux ouvrages a été bien souvent de leur fait. Le Center for Creative Photography de Tucson en Arizona, la bibliothèque du MoMA et celle de l'International Center of Photography Museum de New York ont mis à ma disposition de nombreux ouvrages contenus dans leurs fonds. Je me suis également appuyée sur la revue des livres pour enfants liée à la BNF, qui a dédié en 1996 un numéro aux ouvrages illustrés de photographie et a tout récemment édité une bibliographie sélective remise à jour la semaine dernière. Mais je dois surtout beaucoup à l'équipe de la médiathèque Françoise Sagan à Paris, qui, sous la direction d'Hélène Vallotto, a édité en 2015 à ma demande un listing de plus de 1500 ouvrages français, européens et américains, publiés du début du XXe siècle jusqu'aux années 2000, contenus dans le fonds de la bibliothèque de l'Heure Joyeuse. Ces différents recensements ont constitué une première découverte pour moi, parce que si je supposais que j'allais collecter une centaine d'ouvrages, c'est en réalité en milliers d'ouvrages, de publications qu'il fallait compter. Ce recensement établi, j'ai ensuite entamé une odyssée dans les archives des éditeurs, des écrivains et des photographes. Celles de Robert Doisneau m'ont permis de découvrir 2 ouvrages qui n'ont jamais vu le jour et qui témoignent de son ambition de s'émanciper des ouvrages de commande pour donner vie à ses propres ambitions créatrices. Celles de la photographe Hilla m'ont éclairé sur la porosité, la polysémie, la narrativité de ses photographies, mais également sur la façon dont l'artiste photographe a su construire son propre mythe et obtenir la reconnaissance des 2 côtés de l'Atlantique. Les archives de la photographe Ergy Landau m'ont permis d'étudier les rapports avec le monde de la littérature et de saisir le contexte créatif des années 30 à 50. Les archives de la Guilde du Livre à Lausanne m'ont fait prendre conscience de l'importance du soin apporté aux ouvrages photolittéraires pour la jeunesse par son fondateur, Albert Mermoux. Et pour finir, la maison Mémo à Nantes, qui travaille en ce moment même à l'édition de ma thèse, m'a ouvert les archives de la réédition d'ouvrages du patrimoine, comme Le Cœur de pique de Claude Cahun, le Dachenka de Karel Capek et Animaux à mimer d'Alexandre Ronchenko. Pour mesurer le contexte actuel, je continue de recueillir des témoignages d'auteurs, d'éditeurs contemporains, d'écrivains et photographes publiés sur mon carnet de recherche minifleet et hypothèse.org. Arnaud Bertina, Lily Franet, Suzy Morgenstern, Teresa Brown, mais aussi François Delbecq, Jean Lecointre, Claire Day, Martine Camilleri, Nathalie Serroux, Gilles Hartley, Sarah Moon et de nombreux autres artistes que je remercie aujourd'hui et qui sont revenus avec une grande générosité sur leur acte créatif, sur leurs difficultés pour faire accepter ces ouvrages par des éditeurs souvent frileux à l'égard de cette production. C'est donc avec les bornes temporelles de 1860 à aujourd'hui que je vous parlerai ce matin d'ouvrages européens et nord-américains liés aux courants pédagogiques, esthétiques, politiques qui ont circulé de l'Europe vers les États-Unis depuis la fin du XIXe siècle. Face au foisonnement générique révélé par ces recensements, j'ai émis l'hypothèse que tous ces ouvrages formaient peut-être un ensemble cohérent et qu'il était possible d'établir une typologie, un classement propre à cette production.
L'analyse de cet ensemble nécessitait de dresser également un portrait du ou des auteurs de ces ouvrages et d'examiner comment photographes et écrivains se répartissent l'auctorialité de ces publications. Enfin, pour tenter de cerner au mieux ce territoire, l'étude de sa réception me semblait également incontournable, car j'avais gardé de mes entretiens au début de mes recherches réalisées avec les libraires, enseignants, bibliothécaires et éditeurs, que ces ouvrages pâtissaient d'une mauvaise réputation, surtout en France. Face à ce corpus impressionnant, j'ai dégagé un classement de 5 catégories d'ouvrages photolittéraires pour la jeunesse, empruntant aux catégories canoniques ou à celles de la photolittérature. Les noms que j'ai donnés à ces catégories peuvent varier d'une exposition à l'autre, mais couvrent finalement des réalités communes. Les ouvrages destinés à l'enseignement. Sous ces ouvrages, j'ai regroupé les abécédaires, les imagiers, les documentaires et ouvrages pédagogiques. La photographie s'y est vue assigner une mission d'auxiliaire des apprentissages. Ces ouvrages donnent à voir et classent le monde proche ou éloigné du jeune lecteur. Ils apprennent à regarder, à mémoriser les premiers mots, les premiers concepts et invitent à réfléchir, déduire et apprendre. Premiers imagiers, sans doute, le Regard d'Emmanuel Souget et le First Picture Book d'Edward Steichen serviront de modèle à de nombreux autres des années 30 à aujourd'hui. Mais remontons le temps. La photographie, dès son invention, a été mise au service des apprentissages. Après l'invention de la photographie, dans les établissements scolaires français notamment, le recours aux images fixes pour permettre un enseignement visuel connaît un engouement certain. À partir de 1860, dans de nombreux cours d'éducation populaire, les projections lumineuses de photographie remplacent les projections de dessin. Une séance de projection de vue photographique dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne en 1880, lors du congrès de pédagogie de Paris, confirme l'installation de la photographie comme voie royale pour la vulgarisation scientifique. Rapidement, ces projections de vue photographiques sont étendues à l'enseignement scolaire et cet enseignement, par l'aspect visuel, est instauré à haut rang de méthode. Ces vues diffusées dans les écoles et produites par le musée pédagogique sont classées en fonction de thématiques d'apprentissage. Dans les premières années, les vues les plus abondantes, parce que les plus sollicitées, concernent la géographie, les voyages et les explorations, l'histoire coloniale. En second lieu viennent l'histoire, les questions d'actualité. Enfin viennent les sciences et les sciences sociales. En 1886, la Procure générale des Frères publie une méthode d'apprentissage de la lecture avec 34 planches. L'étude des voyelles nasales est illustrée de 3 photographies du même petit enfant. Auparavant, cette méthode, mise au point en 1883, était illustrée d'une gravure. L'innovation de cette nouvelle édition réside dans l'introduction d'une photographie représentant l'aspect du visage au moment de l'articulation d'une lettre. Selon les concepteurs, ce cliché, frappant l'imagination de l'enfant, lui permet d'imiter le modèle et de prononcer ainsi parfaitement le son décrit. Lentement, ces projections lumineuses et autres tableaux vont intéresser les éditeurs scolaires qui vont illustrer les manuels avec des photographies. Mais un coût d'impression élevé freine leur usage en Europe et assez rapidement, la photographie pâtit d'une réputation d'imprécision, et certains vont privilégier le dessin dans les manuels scolaires. Les mouvements pédagogiques qui traversent l'Europe et s'étendent aux États-Unis dans les années 20 s'en emparent toutefois. En Allemagne, l'édition photographique connaît un véritable essor autour de cette notion de pédagogie. L'enseignement par le visuel et en particulier par la projection fait lui aussi l'objet d'une intense activité à la fin des années 20 et les premiers projets de publication explicitement destinés aux enfants voient le jour. Ces ouvrages illustrés de photographie ne se limitent pas à la classe et trouvent leur extension dans la sphère familiale avec la publication de documentaires à usage privé comme celui que vous voyez à gauche, Klaus der Herr der Eisenbahn. Aux Pays-Bas, Piet Zwart lui fait souffler un vent d'originalité sur un manuel destiné à faire découvrir le fonctionnement des postes. Et Piet Marais offre aux enfants un abécédaire, un album narratif, un imagier sur les animaux de la ferme, un ouvrage pour apprendre à créer soi-même des jouets. Mais l'impulsion vient sans doute des États-Unis. C'est en 1930, puis en 1931 que naissent véritablement les premiers imagiers photographiques qui s'inscrivent comme le modèle à suivre.
à l'initiative de Marie Steichen Calderon, membre du bureau d'éducation, et de son père, le photographe célèbre Edward Steichen. L'objectif de Marie Steichen est de rompre avec la tradition et d'inscrire cet ouvrage dans la modernité, mais également de permettre aux enfants de réellement appréhender le monde qui les entoure, sans passer par des représentations qu'elle qualifie de jolies, mais erronées. Le First Picture Book, alors j'ai enlevé les photographies précédemment mises sur ce PowerPoint pour des questions de droit, mais j'ai amené le livre. Donc, le First Picture Book, dans sa réédition de 1991, a un format carré et il contient 24 photographies. Je vais essayer de vous les montrer comme ça, voilà. La page de gauche est blanche et vide. La page de droite comporte une photographie sans cadre, en noir et blanc, présentant un objet usuel du quotidien d'un enfant de 3 ans, photographié en lumière artificielle, sur fond noir ou blanc et sans aucune contextualisation. Alors, il s'agit de blocs logiques, de crayons et feuilles, de poupées et chaises de bébé, balles, chaussures, chaussettes, etc. En fait, ce sont des objets qui figurent dans une liste établie pour les écoles de l'éducation nouvelle. Il sera suivi en 1931 du Second Picture Book, dans lesquels des enfants sont mis à contribution. Ils sont photographiés dans des scènes dans lesquelles ils jouent avec les objets présents dans le premier livre. Donc, un garçon mange la tranche de pain que l'on avait photographiée dans le premier livre, un autre plante des clous dans une boîte en bois, une fillette scie une planche, un autre dessine et une petite fille joue avec ses blocs logiques. Ce livre ne va pas connaître un succès important, néanmoins, il entraîne aux États-Unis l'édition d'autres livres conçus sur le même modèle. Vous avez à gauche le Baby First Book qui paraît en 1932, un ABC Book Objects in Photograph qui paraît en 1934. Et en France paraissent à la même époque Regarde et Alphabet du photographe Emmanuel Souget. Certains de ces ouvrages opèrent une classification thématique, alimentation, animaux. Des livres réalisés autour de concepts abstraits font aussi leur apparition, apprentissage des nombres, comme dans le 1, 2, 3, 4, 5, compter en s'amusant de Robert Doisneau que vous avez en haut à gauche. Et puis, on voit apparaître aussi plus de lettres, des couleurs et des petites phrases, comme dans l'alphabet de Jimmy Boom, qui est publié en 1934 chez Delagrave. La photographe Laure Albin-Guillot, très engagée dans les pédagogies nouvelles, se réjouit de l'émergence de ces ouvrages. Quelle joie d'apprendre à lire grâce à ces alphabets photographiques dont les éléments sont empruntés à la vie quotidienne. Elle conçoit elle-même à cette époque une série d'objets destinés à l'enfance, agrémentés de photographies, dont un tourniquet à images, des cubes gigognes, des puzzles photographiques, des patiences. Elle souligne la grande valeur de la présence de l'image photographique dans les livres ou sur les jouets des enfants et précise les conditions de son efficacité dans les apprentissages. Les images jouent un rôle de premier plan dans l'éducation intellectuelle, écrit-elle. Encore s'agit-il de bien choisir ces images. Elles doivent revêtir un triple caractère de simplicité, de vérité et de beauté. Les images photographiques remplissent ces conditions. Employées aujourd'hui à l'ornementation des jouets et des livres destinés aux enfants, elles s'y sont révélées particulièrement fécondes. Ces cubes gigognes, dont chacun montre des faces ornées suivant une idée centrale, fleurs, fruits, animaux, visages, feront la joie des petits, tout en éveillant leur sens à la beauté. Ces premiers ouvrages sont les ancêtres de tous ces imagiers photographiques, je vous les montre, produits jusqu'à nos jours. Les éditeurs ont peu à peu choisi de scinder en volumes thématiques ce genre d'ouvrages. Et c'est surtout autour des années 1950 qu'ils se multiplient. La maison d'édition Flammarion Père Castor, dont le responsable est Paul Fauché, membre des pédagogies de l'éducation nouvelle, lance la collection du montreur d'images. La maison Bourrelier lance sa collection La joie de connaître. Nathan lance la collection Les hommes travaillent, etc. La photographie est mise au service de la découverte, de la réflexion et de la construction des savoirs. Aujourd'hui, la photographie est l'illustration obligatoire mais non unique des documentaires qui mêlent souvent photographie, photos détourées, dessins, schémas pour apporter aux jeunes lecteurs l'information la plus précise. Un jour,
la fée photographie vint se pencher sur le berceau d'histoire hérité de la tradition orale et donna un nouveau visage au petit chaperon rouge, à la petite poussette d'Andersen et à d'autres personnages de contes. Nous avons en effet dégagé une seconde catégorie d'ouvrages pour lesquels les créateurs se sont appuyés sur la connivence culturelle du lecteur avec les textes du patrimoine pour proposer de nouvelles illustrations et moderniser le genre. Bien des livres de berceuses comptines du folklore anglo-saxon se sont vus proposer un visage plus moderne aux États-Unis grâce à la photographie, et il semblerait que ce soit les Old Friends with New Faces et Mother Goose de Anne Gray Bartlett, la photographe américaine Anne Gray Bartlett, qui soient les premiers ouvrages de comptines américains qui font revivre Georgie Porgy et Little Miss Muffet et sa terreur des araignées par la photographie. Quant au conte, il a d'abord été une source dans laquelle les photographes ont puisé un prétexte à la création, avec la mise en scène de tableaux vivants. À gauche, vous avez la petite Agnès Grace Weld, qui en 1857, costumée en petit chaperon rouge, avec son panier et ses biscuits, est photographiée par Charles Dodson. En haut centre, vous avez le Little Red Riding Hood de Henry Pitch Robinson, photographié en 1858. Si ces photographies ne sont pas accompagnées d'un texte et sont en général destinées à l'album familial, il en est autrement des vues stéréoscopiques de la fin du XIXe siècle qui proposent de projeter devant un public des photographies de tableaux joués par des acteurs, posant devant des décors peints, représentant des moments phares du récit. Ces séances de projection sont destinées aux adultes comme aux enfants et ils sont régulièrement accompagnés de la lecture d'un livret de commentaires qui permet au lanterniste de compléter sa projection avec un récit. Lorsque la photographie devient ensuite imprimable dans le livre, elle vient à son tour proposer une nouvelle illustration des contes en se focalisant sur les personnages ou sur les moments clés du récit. Par la suite, toutefois, l'illustration des contes par la photographie est plutôt rare et ne fait en général pas l'objet de collections, même si certains artistes ont proposé des adaptations de plusieurs contes. Là, je vous ai mis un extrait d'un ouvrage de Zoltan Wegner qui, dans les années 40, illustre plusieurs contes du patrimoine aux éditions Rombaldi. Là, c'est un extrait du Joueur de flûte. Mais il réalise aussi Aladdin et la lampe merveilleuse et Hansel et Gretel. Les artistes photographes, c'est vraiment dommage d'avoir cette barre sur le petit Dan, les artistes photographes piochent également dans le répertoire de contes d'autres continents. Vous avez une superbe version de Boucle d'or et des Trois ours, mais avec des koalas, qui a été réalisée en 1935 en Australie. Jean Rouch, en 1947, propose une traduction par la photographie, le dessin et le texte d'un conte du Niger en publiant Le Petit Dan chez Arts et Métiers Graphiques. Et Vera Arnold adapte La peine de Philomène, que tous les petits-enfants russes, bien sûr, ont lu. Il faut évidemment parler de création qui voit le jour à partir des années 80, lorsque des artistes photographes s'emparent des contes patrimoniaux et proposent de nouvelles approches créatives en marge de la production artistique. Alors, je m'interromps. Non, j'enchaîne. Voilà. Donc, je pense au travail de Rita Marshall, Sarah Moon, Cindy Sherman, William Wegman, Jane Wattenberg, qui proposent chacun leur interprétation d'un bagage commun de la littérature enfantine. Alors, j'ai reproduit ici la couverture du Petit chaperon rouge de Sarah Moon, et pas les pages intérieures parce que je n'en ai pas le droit. Sarah Moon, elle a plongé le Petit chaperon rouge dans les rues sombres d'une ville contemporaine. Le texte de Perrault est repris dans son intégralité. Il est scindé en 8 étapes et imprimé à distance des images. Et pour le personnage du Petit chaperon rouge, Sarah Moon a photographié une petite fille. Le loup ne va apparaître qu'une seule fois en ombre chinoise à la fin de l'ouvrage. Dans cette réécriture ou réinterprétation du conte de Perrault, la photographie rend l'histoire bien réelle, la modernité du personnage, le décor d'une ville à la tombée de la nuit, dans lequel elle est plongée, actualise le récit. La scène finale, avec l'ombre du loup prédateur projetée au-dessus du lit défait, accentue la composante sexuelle du conte de Perrault, mise à nu par la réalité des photographies. Même si les artifices sont révélés
et que le lecteur comprend qu'il s'agit d'une mise en scène avec cette photographie de l'enfant devant un écran reproduisant un décor de forêt avec plein de feuilles à ses pieds, les choix de Sarah Moon accentuent le drame avec un spot de lumière qui suit la petite fille et ce cadrage qui enferme la vue du lecteur vers la maison du loup. Bien que récompensé à la foire de Bologne en 1985, cette réécriture par la photographie du petit chaperon rouge a évidemment fait couler beaucoup d'encre. Il a été interdit de vente dans certaines librairies américaines et Moose White indique dans son ouvrage qu'une note a été insérée par l'éditeur lui-même pour avertir le lecteur et appelant les parents et les professeurs à la plus grande prudence dans la lecture de ce livre. J'ai classé sous une troisième catégorie les ouvrages qui donnent à voir ce que j'ai appelé l'autre merveilleux. Enfin, j'ai emprunté cette appellation à Alexis Perry, le père d'Amadou. Donc cette catégorie ce sont des histoires qui ne sont pas issues de la tradition classique et dont les personnages sont bien souvent des êtres inanimés ou des animaux. En France, entre les deux guerres mondiales, les écrivains et les éditeurs cherchent à renouveler le récit pour enfants, parfois dans un rejet total de l'héritage de la tradition orale, parfois à la lisière entre contes classiques et nouvelle modernité, souvent en tout cas à la recherche d'un autre merveilleux. Ces nouveaux récits pour enfants prennent place régulièrement dans des ouvrages à l'inventivité verbale nouvelle et dans laquelle l'image prend une grande importance. Mais en vérité, la photographie ne va être mise au service de cette littérature mêlant rêve et réalité dans des petits tableaux photographiques avec des animaux, des jouets aux peluches ou en ayant recours au photomontage qu'à partir du Cœur de pique en 1937 qui entrelace les courts poèmes de Lise de Harme et les scénettes photographiques réalisées par Claude Cahun et sa compagne Marcel Moore. Dans le monde anglo-saxon, au contraire, la photographie est bien depuis longtemps en moyen de rencontrer le merveilleux. Aux États-Unis, on mêle en effet depuis la fin du XIXe siècle la tradition orale venue d'Europe, les nouveaux classiques, la nouvelle littérature fantastique et la photographie. En 1896, vous avez à gauche, par exemple, un conte écrit par Adelaide Crosby, qui est illustré de photographies d'enfants déguisés en fées dans un décor composé de fleurs et de toiles d'araignées géantes placées dans une sombre forêt. En 1907, Elizabeth Gordon illustre les aventures facétieuses de deux ours librement inspirés du conte Boucle d'or avec 14 tableaux photographiques pour Two Teddy Bears in Toyland. Et en 1915, Harry Witcher-Fries propose ses Little Folks of Animal Lands, dans lequel ces animaux costumés et photographiés illustrent ces scènes de la vie quotidienne. Ces ouvrages de fiction illustrés de photographie vont finalement se développer surtout après la Seconde Guerre mondiale, période à partir de laquelle l'offre générale de livres pour enfants se multiplie. Ce sont bien souvent des collections entières qui sont déployées autour de ces petits personnages de tissu, comme les 14 albums photographiques de la Suédoise Karin Frixel, qui donne vie aux trolls Solplug et Lillung, je ne suis pas très bonne en suédois, les 7 albums de la collection des histoires d'Amadou, de Suzy Pillet et Alexis Perry, qui donnent à suivre les aventures d'Amadou et de son chien Copain, mais également les aventures de la poupée Edith et ses amis, double de l'artiste Dare Wright. Il s'agit de petites mises en scène dans lesquelles animaux, poupées et figurines sont habillés comme de vraies personnes, sont doués de la parole, animés de sentiments humains et agissent dans un décor à leur taille. Dans ces ouvrages, comme vous le voyez, les lapins font de la moto, les chèvres lisent le journal et les chiens lisent des livres. Ces poupées et animaux illustrent souvent la rébellion, la solitude existentielle et tout un kaléidoscope d'émotions que vivent les enfants, et personne n'exprime aussi bien la solitude que Dare Wright dans sa série de livres où elle pose des poupées façonnées à son image. La photographie dans ces ouvrages offre bien souvent au lecteur la possibilité de voir ce qui se passe de l'autre côté du miroir, de fixer les images de ses rêves ou de ses séances de jeu, dans lesquelles les poupées, pantins et ours en peluche choisissent ce moment pour s'animer, vivre une vie parallèle qui s'arrête lorsque vient le petit matin ou qu'il est temps de passer du rêve à la réalité.
Pour compléter ce classement, il a été nécessaire de faire appel à 2 catégories de la photolittérature, les portraits de pays et les novélisations. Comment mieux faire découvrir l'ailleurs qu'en le donnant à voir? Si le terme de portrait de pays est encore peu usité pour désigner ces ouvrages destinés à présenter des territoires par la photographie et les mots, pourtant le genre existe et de nombreuses collections d'ouvrages de ce type ont vu le jour, notamment durant les 30 Glorieuses. Je me suis appuyée sur les recherches théoriques déjà conduites par le professeur David Martins à l'université de Leuven autour du genre phototextuel du portrait de pays pour mener à bien l'exploration de cette autre catégorie. Ce genre phototextuel a, comme je le disais, une réalité effective en littérature de jeunesse avec une grande variété de publications dont les premiers éléments coïncident avec les premières photographies réalisées par les explorateurs voyageurs à la fin du XIXe siècle et qui vont alimenter des productions comme le Journal de la jeunesse ou bien les ouvrages de Jules Verne publiés dans le magasin d'éducation et de récréation. Progressivement, la place assignée à la photographie dans ces ouvrages devient de plus en plus importante jusqu'à devenir prépondérante dans les ouvrages récents. Ils prennent souvent la forme d'autres genres, ce qui les noie sous d'autres appellations génériques. Il peut s'agir de carnets de bord ou de récits de voyage. Je pense à l'ouvrage réalisé en 1933 par Robert Perry et son épouse Joséphine qui font leurs récits de leurs expéditions au pôle dans des ouvrages comme Children of the Arctic ou The Snow Baby. Ces récits de voyage rendent compte d'un itinéraire, sont parfois agrémentés d'anecdotes personnelles et sont abondamment illustrés de photographies, de lieux et de paysages. Il peut s'agir aussi de romans, comme c'est le cas pour la collection des Children of Land Stories dans les années 20 aux États-Unis. Il peut s'agir également de documentaires. Les photographies ont une fonction purement descriptive. Certains noms d'auteurs sur la couverture sont des indices de la dynamique narrative proposée aux jeunes lecteurs. Il faut mentionner évidemment le nom de Jules Verne, dont le nom est une promesse de roman d'aventure géographique, même si la présence de photographie n'intervient dans ses ouvrages qu'à partir de 1895 avec le Testament d'un excentrique et reste largement méconnu. Il faut aussi mentionner Madeleine Brandeis, photographe, cinéaste, fondatrice de la Little Players Film & Co., romancière pour enfants, et son nom est associé aux États-Unis dans les années 20-30 à la production d'une vingtaine de romans illustrés par la photographie qu'elle réalise elle-même au cours de ses voyages, et elle est l'auteure aussi de 8 films qui accompagnent ses livres dans les écoles. À partir des années 50, il faut bien évidemment citer les Français Dominique Darbois et Francis Mazières, ethnologues et d'authentiques explorateurs, et leurs noms donnent une caution scientifique à leurs ouvrages. Ils sont par ailleurs auteurs d'une importante littérature ethnologique pour adultes. Le format n'est pas avant la Seconde Guerre mondiale un indicateur du genre du portrait de pays. Ils prennent avant la Seconde Guerre mondiale plutôt la forme du roman et c'est à partir des années 50 qu'ils prennent la forme de l'album, de grand ou moyen format, qui donne une grande place à la photographie dans la lignée de ceux qui sont produits pour les adultes, à la guide du livre notamment. Alors, leurs titres sont référentiels, ils désignent ce dont il va être question dans l'œuvre et prennent régulièrement la forme d'un nom accolé au nom d'un prénom accolé au nom d'un pays ou d'une nationalité, Little Tony of Italy, Parana le petit indien, Yalbo le petit congolais. Et comme l'indiquent ces titres, les héros de ces ouvrages sont régulièrement des enfants, alter ego du lecteur, qui le prennent par la main pour aller visiter un pays. C'est l'identification du lecteur qui est recherchée. Une autre polarité du genre, c'est la logique sérielle. En effet, ces livres sont majoritairement rassemblés sous forme de collections déterminées qui donnent à ces ouvrages une reconnaissance visuelle et textuelle. La très populaire collection Children of Land Stories que je vous montrais tout à l'heure compte 20 titres publiés des années 20 à 40. La collection Children of the World, la voilà, avec les photographies d'Anna Rifkin publiées entre 1951 et 1970 en Suède, compte 14 titres, dont 9 signés par Astrid Lindgren. Ceux de la collection Enfants du Monde, dont les photographies sont toutes signées Dominique Darbois, compte 20 volumes. Et la collection Connais-tu mon pays,
tous signés Colette Nast, compte 15 albums. Jusqu'aux années 50, les couvertures sont en général dessinées et il faut attendre cette période pour voir des couvertures photographiques. Qu'elles soient dessinées ou photographiques, les couvertures de ces ouvrages présentent un portrait du personnage éponyme et un élément typique du pays, un monument ou un costume. L'éditeur ajoute parfois même une typographie que l'imaginaire collectif va associer à ce pays. Les pays sont donc présentés sous une forme synthétique, le corps d'un enfant, une partie de ce pays pour désigner le tout, malgré la diversité du pays. Ces ouvrages, en général, décrivent sur le mode fictionnel la vie d'un enfant et de sa famille au quotidien. Ces enfants dont les lecteurs suivent les aventures sont donc présentés à la fois dans le texte et les photographies, dans leurs activités d'enfants, à l'école, dans leur famille, dans leur maison, dans des séances d'habillage, de jeux, de repas, et bien souvent dans une temporalité comprise entre le réveil et le coucher. Si les tâches quotidiennes des personnages sont familières pour le lecteur, des différences de vêtements ou de nourriture se trouvent néanmoins accentuées dans des représentations parfois stéréotypées qui passent par les costumes ou la présence d'accessoires typiques, et ces ouvrages flirtent régulièrement avec la tentation de l'exotisme. Souvent, ces ouvrages comportent une large part documentaire. Ils abondent dans le texte et dans les images en informations tout à fait authentiques sur les us et coutumes des pays décrits ou visités. Ils contiennent souvent de nombreuses photographies de monuments ou de paysages. Ils abondent également en termes locaux, dont on peut retrouver la définition régulièrement dans des lexiques placés à la fin des ouvrages. On peut également y retrouver une carte. Et parfois, ces ouvrages se placent à la limite du guide de voyage, tant ils fournissent de détails sur l'architecture ou l'histoire des pays. L'idée d'internationalisme est évidente dans ces livres qui voient le jour dans des périodes post-traumatiques et s'inscrivent dans un contexte idéologique précis. Il s'agit pour ces ouvrages de développer un sens de l'humanité et de promouvoir la collaboration entre les peuples. En 1929, la Ligue des Nations a d'ailleurs reconnu Madeleine Brandeis, auteure de la Children of a Land Story, comme contributrice à la paix mondiale. De la même façon, ce produit après la Seconde Guerre mondiale porte ce message de paix et d'unité du genre humain. D'ailleurs, Dominique Darbois disait à propos de la collection des enfants du monde, « Après tout ce temps passé à explorer les lieux et les humains, j'espère avoir réussi à transmettre ma conviction que ce monde, dans sa diversité et sa complexité, est un, le nôtre, notre monde à tous. » Ces collections de portraits de pays se perpétuent, même s'ils prennent aujourd'hui d'autres formes et s'ouvrent sur d'autres thématiques, comme la recherche d'identité et les migrations. Enfin, nous aborderons la question des novélisations. Avec le développement du cinéma, les éditeurs pour enfants ont souhaité, souvent dans un but commercial, prolonger le succès d'un film avec la publication d'ouvrages représentant les images filmiques et les personnages par le biais soit de photogrammes, soit de photographies de plateau. Le mot novélisation n'apparaît pour désigner ces ouvrages que vers la fin des années 80. La novélisation se distingue du livre de film dans lequel on retrouve les coulisses du film, se distingue aussi du ciné-roman, ces fascicules souples qui sont publiés dans les années 20 et qui comportent photographies et photogrammes et qui donnent lieu à des publications régulières. Dans sa définition la plus simple, la novélisation serait un procédé qui consiste à faire rédiger un ouvrage à partir d'un scénario et à faire ensuite coïncider la publication du livre et la sortie d'un film. Les premières novélisations apparaissent donc en France dans les années 1930, période dans laquelle les éditeurs cherchent à créer des livres nouveaux qui déconstruisent le livre traditionnel et cherchent de nouveaux formats pour leur production, de nouvelles collaborations entre le texte et les images qui les accompagnent. La plupart des novélisations sont ainsi formées à partir d'un prétexte verbal, roman ou scénario lui-même adapté au cinéma, qui donne à son tour lieu à une novélisation en roman illustrée avec les photographies du film.
Alors, les éditions Stock, notamment, ont publié en 1932 « Émile et les détectives » avec les photographies du film de Gérard Lamprecht dans la collection Maya, de la Grave à novéliser, les films Robin des Bois et David Copperfield, et les 4 filles du docteur March également dans les années 30. Ces derniers ne mettent pas de photographie de film en couverture, pas plus que la mention du film. On trouve la mention en page de titre illustrée de 77 photographies. Il s'agit de novélisations de productions hollywoodiennes, en général dans les années 30. Dans les années 50, ce sont les novélisations de films des Disney qui connaissent un grand succès. Le monde de l'édition française prend sans doute en compte les débats qui agitent les critiques et les éducateurs autour du cinéma pour enfants et se lance à son tour dans la novélisation de films français qui se multiplient. Les contrats entre les sociétés de production et les éditeurs sont signés dès le moment de la réalisation du film et donc les photographies de plateau sont réalisées au moment de tournage. Il ne s'agit donc plus de photogrammes, mais bien de photographies prises par un artiste. Les titres se multiplient, Gnoc l'éléphanteau, L'enfant au fennec, Le cerf-volant du bout du monde, Histoire d'un poisson rouge, Za le petit chameau blanc, d'après le film de Yannick Belon. Les livres d'Albert Lamoris, et notamment Bim le petit âne, Crin blanc et le ballon rouge, sont des best-sellers des bibliothèques enfantines. Le livre Bim le petit âne a même relancé le film qui était sorti en 1949 et qui était passé totalement inaperçu. Tout est fait dans ces ouvrages pour maintenir le lien avec le film. On peut insérer sur la couverture un bandeau qui rappelle le prix obtenu par ces films. Et puis sur la couverture, vous retrouvez les personnages, qu'il s'agisse de Pascal et son ballon, Folco et Crin blanc, Za le petit chameau et le jeune Brain. La mise en page, avec le choix de grandes photographies reproduites en pleine page bien souvent, à peine séparées par la pliure du livre ou même reproduites sur la double page, semble reproduire la grande taille de l'écran. Parfois, cette mise en page fait encore un clin d'œil au mouvement photographique avec le choix d'images séquentielles jusqu'à 4 dans la même page. Du péritexte au corps du texte, l'image s'approprie donc tous les espaces du livre. Cette succession d'images doit permettre aux spectateurs donc de compenser la perte des images filmiques, de retrouver l'enchaînement narratif du film et son mouvement. Ces novélisations affichent donc leur volonté de replonger le spectateur lecteur dans l'univers du film pour retrouver l'immersion spectatorielle et lui permettre de réactiver l'imaginaire qui s'est déployé. Bien évidemment, ces novélisations se sont prolongées au-delà des années 50 et accompagnent encore régulièrement les sorties de films. Je viens de vous exposer les résultats de mon classement. Les frontières entre ces catégories sont poreuses, mouvantes, et il existe de nombreuses passerelles entre elles. Le portrait de pays a souvent les mêmes finalités que celles de l'ouvrage didactique. Les ouvrages qui donnent à voir un autre merveilleux empruntent souvent les recettes des contes, et les portraits de pays fourmillent d'informations savantes. D'autres sous-ensembles sont apparus lors de mes recherches, comme cette production d'ouvrages religieux accompagnés de photographies, celle d'ouvrages de propagande et des livres d'activité, mais je ne m'y étendrai pas aujourd'hui. Je souhaite à présent revenir sur les dispositifs mis en place dans le cœur de ces publications. Je vais regarder le temps dont je dispose. Et je vais examiner maintenant comment photographes et écrivains se répartissent l'octorialité de ces publications et dresser un portrait du ou des auteurs de ces ouvrages. Alors, un photographe peut réaliser une série d'images et les confier ensuite à un écrivain, voire plusieurs, et différents ouvrages peuvent naître de cette alliance, montrent que l'image photographique est suffisamment poreuse pour accueillir des discours différents, écrits en fonction des besoins supposés du lecteur. C'est le cas avec les innombrables photographies animalières réalisées par la photographe Hilla. Elle trie ensuite ces photographies, elle les ordonne avec l'appui de son maquettiste et elle soumet à la fois ces photographies à Jacques Prévert pour Le Petit Lion, mais aussi à Margaret Wise Brown pour le Sleepy Little Lion. Je vous ai mis ici, c'est des planches contact, la photographie de mauvaise qualité, qui, avec toutes ces photographies, on a eu
la version pour la Guilde du Livre avec le texte de Paulette Falconet et la version américaine avec le propre texte d'Ila. De façon plus classique, les photographies illustrent un récit préexistant, viennent donc après lui. Dans les premiers ouvrages photolittéraires pour la jeunesse, l'illustration photographique n'intervient pas réellement dans la narration. Bien souvent, elle figure un paysage ou un personnage du récit. Dans le testament d'un excentrique dont je vous parlais tout à l'heure, de Jules Verne en 1895, 35 vues donnent à voir les États-Unis d'Amérique. Il serait toutefois réducteur de réduire le rôle des images à de simples illustrations qui donnent à voir. D'une part, les photographies ont le pouvoir de défictionnaliser le récit, d'inscrire la fiction dans la réalité, puisqu'elle authentifie par l'empreinte d'une réalité. D'autre part, ces images s'intègrent dans un dispositif et sont donc prises en compte dans la réception par le lecteur. Enfin, ces figurations s'inscrivent dans la suite de celles qui les ont précédées, dans un réseau autour d'une œuvre, et prouvent que la figuration d'un personnage de roman n'est jamais figée. Les artistes photographes vont faire de nouvelles propositions d'illustration, donner à voir autrement le lisible, vont donc réaliser une nouvelle illustration, une recréation, une interprétation, une relecture ou un refaçonnage par la photographie, qui peut prendre aussi le nom de suite, comme le proposent Laure Albin-Guillot et Louise Edmé Chevalier avec leur photographie de petits personnages de plâtre pour illustrer Le Grand Maulne d'Alain Fournier. Autant de mots pour désigner la pratique éditoriale qui consiste à se servir d'une œuvre préexistante pour la confier à un artiste qui va s'emparer pour l'accompagner de nouvelles images, s'inscrivant là à la suite d'autres illustrateurs qui l'ont précédé. C'est le cas longuement déjà évoqué du Petit Chaperon Rouge de Sarah Moon, mais c'est aussi le cas de ce poème de Walter de la Mare qui a été illustré A Child's Day, A Book of Rhymes, qui a été illustré au début du siècle, tour à tour avec des dessins, sous la signature de Winifred Bromhall, mais aussi avec les photographies de Karine Cadby. Et je voulais apporter ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que les photographies ne sont pas imprimées en même temps que le texte, mais sont collées. Hop, hop, et voilà. Si ce que nous avons exposé ci-dessus comprend à des relations traditionnelles des images et du langage, à savoir une relation d'illustration de l'image par le langage ou une relation de déchiffrement de l'image par le langage, il ne nous a pas échappé qu'il existait une autre dialectique au cours de laquelle photo et texte sont créés dans le même temps et écrivains et photographes se partagent le dire et le voir, se complètent et font œuvre ensemble. La littérature jeunesse est intrinsèquement liée à la notion de couple ou de co-création depuis que l'image y a fait son entrée au milieu du 19e siècle grâce au progrès de l'impression mécanique. Nombre de ces co-créations sont issues de la volonté des éditeurs misant sur la notoriété de l'écrivain ou de l'illustrateur pour garantir le succès de l'ouvrage. Toutefois, cela ne saurait occulter que bon nombre d'œuvres pour enfants sont nées de collaborations choisies, liées par l'amitié, ou trouvent naissance, pour certaines, dans la relation amoureuse. Je pense aux réalisations de Karine et Will Cadby, photographiant ensemble les mises en scène de poupées pour illustrer le conte, mais je pourrais aussi parler de Claude Cahun, Élise de Harme et Marcel Moore pour illustrer les aventures de Pic. Je pense également à Ivo Ducas et Elena Corda qui font œuvre ensemble et se partagent les deux plumes du livre Le secret des deux plumes. Je pense surtout au travail d'Alexis Perry et Suzy Pilet, couple intime et couple professionnel qui firent ensemble dans la durée dans la Suisse des années 50 en créant la collection des histoires d'Amadou. La liste est longue de ceux qui ont participé à l'élaboration du genre de l'ouvrage photolittéraire et compte des noms célèbres. Bérénice Abbott, Ansel Adams, Claude Cahun, Édouard Curtis, Robert Doisneau, André Kertész, je les ai énumérés tout à l'heure, mais aussi Hans Christian Andersen, Henri Longfellow, André Mauroy, Jacques Prévert, Louise de Villemorin. D'autres moins célèbres ou amateurs ont également apporté une pierre
à la construction de cette histoire. Et le succès d'un livre photolittéraire ne tient pas forcément à la réputation de son auteur. Je pense à Charles Farrell, qui réalisa en 1939 les photographies de Toby, le premier livre qui mettait en scène un petit garçon noir et qu'il avait réalisé à la demande d'un jeune lecteur de couleur qui ne se reconnaissait pas dans les histoires mettant en scène des petits héros blancs. Bien longtemps, le nom du photographe, simple technicien, ne figure pas sur la couverture. Il faut attendre les années 30 en France pour que le nom d'Emmanuel Souget figure sur la couverture de ses imagiers, que le nom de Pierre Dac figure sur la couverture des 15 petites histoires et l'alphabet de Dim et de Boone. Cette mise en valeur du nom du photographe n'est pour autant pas la règle. Comme vous le voyez, le nom de Laure Albin Guillot, pourtant célèbre à cette époque, n'apparaît qu'en page de titre et sur certains clichés dans le corps de l'ouvrage. Aux États-Unis, au contraire, le nom du photographe figure presque systématiquement en couverture ou en page de titre, et le nom, dans les années 20, le nom de Madeleine Brandeis figure sur la couverture, sur la jaquette, avec son portrait photographique et la liste de ses ouvrages. Dans les années 50, en plein engouement pour la photographie et au moment où se développent les grandes agences photographiques, le nom du photographe est enfin mis en avant. Son nom peut désormais figurer sur la couverture, parfois dans un rôle encore subalterne. Je pense notamment au Petit chat d'Hergilando et de Maurice Genevoix. Le nom d'Hergilando est placé bien en dessous de celui de Maurice Genevoix. La photographe, bien que reconnue à l'époque, s'efface devant le prestige de l'Académie française. Parfois, le nom du photographe supplante le nom de l'écrivain. C'est le cas pour les ouvrages de Robert Doisneau, réalisés par Nathan. Le nom de l'écrivain Dominique Halévy ne figure pas sur la couverture et n'apparaîtra qu'en page de titre. C'est aussi le cas pour les ouvrages d'Hilla. Plus le nom d'un des deux créateurs est célèbre, plus l'éditeur s'en servira comme argument de vente. Puisque de grandes expositions toutes récentes et un ouvrage rend hommage aux femmes photographes, j'ai souhaité consacrer les développements qui vont suivre aux femmes qui ont fait la photolittérature, au rang desquelles je souhaiterais nommer Engrave Bartlett, Karine Cadby, Séverine Caro-Sénour, Claude Quin, Laure Albin Guillot, Hergilando, Thérèse Leprat, Hilla, Dominique Darbois, Astrid Berman, Suzy Pillet, Madeleine Brandeis, Anna Rifkin, Tana Oban, Sarah Moon, Annette Messager, Sandra Weiner, Lily Franet, Séverine Thévenin, Gilles Hartley, Nathalie Serroux, que je salue au passage, ce qui est derrière son poste, Martine Camilleri, Claire Day, Nicolette Imbert, Jane Wattenberg, et j'en oublie. Aux États-Unis, au tournant du XXe siècle, les femmes photographes prennent de l'importance dans la production photographique. La firme Eastman Kodak elle-même, dans sa campagne publicitaire Kodak Girl, vise en premier lieu les femmes, davantage susceptibles d'être séduites par un produit permettant d'immortaliser les moments familiaux. En 1901, une exposition des artistes américaines est organisée au Photo Club Paris, qui témoignent de leur place. Ainsi, leur nom en bas des œuvres exposées est plus largement mentionné et valorisé. Depuis quelques années déjà, les photographes américaines diffusent leurs photographies dans des ouvrages, à l'exemple d'Emma Justin Farnworth, dont le nom figure sur la couverture de Sunshine and Playtime, que je vous montrais voilà, sur votre écran à gauche. Au tournant du XXe siècle, en France, la situation est loin d'être la même. La pratique photographique reste largement celle d'amatrices et reste cantonnée dans la sphère privée. Des concours exclusivement réservés aux femmes sont lancés, mais les sujets reflètent la sphère dans laquelle elle doit se cantonner. En 1896, un concours récompense ainsi la meilleure scène entre bébés et le plus joli menu photographique. D'autres concours sont réservés à la reproduction de fleurs. Aucune ambition n'est accordée à la femme photographe. La femme artiste en ce début de siècle est encore considérée comme une monstruosité. Le discours ambiant est encore de la confiner dans son statut de femme au foyer, garante de l'unité familiale. Il faut quand même rappeler que toute profession exercée par la femme est soumise à l'autorité d'un père ou d'un mari et elle n'est autorisée à toucher réellement un salaire qu'à partir de 1907. L'émancipation de la femme photographe américaine entraîne certainement quelques répercussions sur le statut de la femme française, mais elles ne seront ressenties que très lentement. En 1903, la journaliste Séverine
publie son ouvrage pour enfants « Sac à tout », illustré de photographies de chiens et de personnages. La préface qu'elle signe atteste de la place réservée aux femmes. Parce que je ne suis qu'une femme, et parce que tu n'es qu'un chien, parce qu'à des degrés différents sur l'échelle sociale des êtres, nous représentons des espaces inférieurs au sexe masculin, si pétris de perfection, le sentiment de notre mutuelle minorité a créé entre nous plus de solidarité encore, une compréhension davantage parfaite. Après la Première Guerre mondiale, le statut de la femme change en Europe. Les femmes de la société sont encouragées à se former à la photographie. Ergi Landau, notamment en Hongrie, apprend très jeune le métier de photographe. Elle séjourne à Berlin, à Vienne. Elle ouvre son propre studio à Budapest, puis à Paris en 1923. Elle accède à la notoriété et ses images sont présentées lors d'expositions majeures, comme je vous le disais, notamment à la Film und Photo en 1929. De plus en plus de femmes photographes vont exposer dans des galeries, dans des salons de la photographie, vendent des clichés à la presse et aux magazines. Laure Albin-Guillot et Ergi Landau, aux côtés d'Emmanuel Souget, s'engagent dans la défense des statuts des photographes en lançant en 1933 la Société des artistes photographes pour défendre le statut des photographes. Certaines femmes commencent à collaborer avec des écrivains pour produire des livres photo illustrés. Laure Albin-Guillot avec Paul Valéry, notamment pour le Narcisse en 1934, ou Hilla avec Paul Léoto en 1935 pour Chat. Parmi ces photographes, le parcours d'Hilla, des années 20 aux années 60 et son demi-million d'exemplaires vendus sur cette période, témoigne de la façon dont certaines ont réussi à s'imposer sur le marché de la production des livres pour enfants. Et donc, je vais lui accorder une partie de ce qui va suivre, non seulement parce qu'elle est largement oubliée des dernières expositions et qu'une seule ligne la mentionne dans le dernier ouvrage consacré aux femmes photographes, mais surtout parce que j'ai passé un certain nombre d'heures dans ses archives et que la maison d'édition Mémo avec laquelle je travaille a choisi de rééditer un de ses plus gros succès de librairie. Hilla est né en Autriche en 1911 d'une mère serbe et d'un père roumain. Il a passé son enfance à Budapest, puis a rejoint sa famille à Belgrade, où elle a recueilli déjà chiens et chats. Est-ce un signe de sa vie future? Très tôt, la jeune Camilla Koffler apprend que son nom signifie chameau en serbe et elle opte pour le surnom d'Hilla. Elle commence sa carrière artistique comme sculpteuse à Belgrade dans les années 20 et s'initie à la photographie à Paris dans les années 30 auprès de la photographe Ergi Landau, qui l'introduit dans le cercle des artistes hongrois émigrés à Paris et auprès des célébrités de Montparnasse. Elle va donc photographier Joséphine Baker, Jacques Prévert, Henri Matisse, André Breton. Las des portraits de célébrités, elle se tourne alors vers les portraits d'animaux, car dit-elle, celles-ci, à propos des célébrités, celles-ci me paraissent ne pas avoir de vanité ni se soucier d'avoir des rides sous les yeux. Non, à propos des animaux. Hilla ouvre son propre studio rue des Srénaudes à Paris. Ses portraits d'animaux facétieux et expressifs lui apportent rapidement la notoriété. Elle expose seule à la Galerie de la Pléiade en 1932, participe aux expositions du groupe des 10 aux côtés de Brassailles, André Kertész, Ergi Landau, photographes qui souhaitent renouveler la photographie. Grâce à Charles Rado, fondateur de l'agence RAFO, ses photos paraissent dans des revues dont Mieux Vivre, US Camera et Vogue aux États-Unis, dans plusieurs ouvrages, Chiens et chats, Le Chamiton, Petits et grands, chez Arts et Métiers Graphiques. En 1942, elle rejoindra les États-Unis dans le dernier bateau affrété par le gouvernement américain pour sauver des artistes européens du nazisme. Elle va ouvrir donc son studio à New York et renoue avec les portraits de chiens, de chats et de chevaux. Ses agents lui cherchent des nouveaux sujets de reportage et ces nombreuses images vont illustrer des publicités et des calendriers édités par des compagnies d'assurance. Hilla bénéficie sans doute du soutien d'une des plus grandes agences photographiques qui voit le jour avant. Grâce à son agent Charles Rado, fondateur de l'agence RAFO Guillemette, et grâce à Raymond Grosset, qui gère l'agence RAFO à Paris, ses photographies se vendent à de nombreux magazines, dont Sport Illustrated, Life, Paris Match ou Vogue, point de vue image du monde. Elle publie de nombreux ouvrages, entame même une collaboration avec la Guilde du Livre à Lausanne.
En 1954, son livre Two Little Bears, publié chez Harper & Brothers, et simultanément en Allemagne, Angleterre, Belgique, Danemark, Suisse, sera un succès de librairie, comme Le Petit Lion réalisé avec Jacques Prévert en 1947. En 1970, dans un article de Popular Photography, Charles Rado considère que la vente de ses ouvrages avoisine le demi-million d'exemplaires. En 1954, il est même considéré dans un journal comme la plus grande photographe animalière et surnommé la Kipling de la photographie. Il a su construire un mythe autour de sa personne qui va contribuer à assurer les ventes de ses ouvrages dans la période où le public se passionne pour les grands reporters. Si Cartier-Bresson photographie la Chine et la Russie et en ramène des clichés qui accompagnent des reportages sur ces pays qui intriguent et effraient le grand public, elle se rend en Afrique, en Inde, et ses photographies accompagnent d'autres reportages qui fascinent tout autant les lecteurs de ces magazines. Jamais marié, sans enfant, se consacre entièrement à sa passion. Elle photographie le monde animal, n'hésitant pas à braver 1000 dangers pour offrir au public des clichés inédits. L'intrépide défraie souvent la chronique par ses prises de vue lors de ses reportages. Aux zoos de New York, elle pénètre dans la cage d'une lionne pour être au plus près des lionceaux. Une autre fois, elle est blessée gravement par le panda offert par Madame Chiang Kai-shek. Au Kenya, une hyène lui déchiquette sa tente et elle survit à un accident d'avion dans lequel sa mère trouve la mort en 1953. Pour réaliser les 2 ours, elle achète un ourson, puis 2, les nourrit au biberon et les jeunes plantigrades la suivent dans les forêts du Connecticut comme si elle était leur mère. C'est ensuite en Afrique et en Inde qu'elle va chercher l'aventure pour saisir la vie des animaux sauvages dans leur habitat naturel. Et c'est d'ailleurs finalement en Inde qu'elle trouvera la mort en 1955 en tombant de sa Jeep lors de son dernier reportage. De son vivant, comme vous le voyez, de nombreux reportages sont consacrés à ses aventures et à sa pratique photographique. Et la presse titre régulièrement sur les dangers que rencontre la photographie. Une femme dans la jungle annonce Paris Match en 1953. Lors de son décès, elle fait la une de plusieurs magazines de chaque côté de l'Atlantique. Paris Match fait sa une en décembre 1955 avec le titre « Au pays des éléphants, le testament d'Hilla, la grande photographe qui mourut chez les fauves ». Après son décès, ses livres et ses photographies continuent à se vendre et 2 comics pour enfants retracent sa vie dans la rubrique Histoire vivante du journal Bonne Soirée et dans la revue Line, le journal des chic filles, en 1957. Il a fait, comme vous le voyez, l'unanimité. Tous les critiques de l'époque louent la grande expressivité et la beauté des animaux qu'elle photographie. C'est qu'Hilla est intransigeante quant à l'impression de ses clichés. Forte de sa renommée et de ses excellentes ventes de ses ouvrages qui connaissent un tirage de 10 000 exemplaires, de nombreuses rééditions, des traductions à l'étranger, elle peut imposer à ses éditeurs les conditions de ses contrats, demander un droit de regard sur les traductions, sur les textes, sur le prix de vente de ses ouvrages. La jeune femme est aux commandes de la réalisation de ses livres, elle réalise la maquette, elle décide des impressions, se fâche lorsqu'elle trouve les impressions mauvaises, elle se plaint du rendu des images, trouve l'épreuve anglaise des 2 petits ours trop dure et manquante de détails, reproche à Albert Mermoux une impression de ses photographies trop foncées, manquant de contraste, et n'admire que le travail de Jacques Prévert pour accompagner ses photographies. La signature d'Hilla, vous le savez, s'est effacée petit à petit. Quelques photographies de ses chiens et de ses chats illustrent parfois quelques ouvrages thématiques consacrés aux animaux. Hilla a figuré dans l'exposition des femmes photographes de la Nouvelle Vision en France, présentée à l'Hôtel de Sully en 1998, mais aucun de ces clichés n'a été présenté à l'exposition Qui a peur de ces femmes photographes en 2015. Peut-on émettre l'hypothèse que la spécialité qu'elle se fait des clichés d'animaux et de la production pour enfants l'a fait tomber dans l'oubli? C'est en tout cas par le biais des livres pour enfants qu'il a ressurgi dans les mémoires, avec ce frémissement qui se fait actuellement autour du livre de photographie pour enfants. J'ai le temps encore. Alors, si j'ai le temps, je vais passer à la dernière partie et m'intéresser à la réception des ouvrages. À quelques notables exceptions près, le livre photolittéraire pour la jeunesse
c'est mal vendu et continue à mal se vendre. Je voudrais dans ces derniers développements donc m'intéresser à la réception de ces ouvrages et au discours qui entoure leur publication. Je me suis donc intéressée à 150 ans de réception critique. J'ai d'abord fait le constat qu'au tournant du XXe siècle, lorsque la photographie fait son entrée sous l'influence des éditions scolaires en littérature pour la jeunesse, son usage est entouré de 1000 précautions afin de ne pas déroger à la tradition du beau et du bon livre. Je vais accorder quelques instants de développement à un ouvrage qui, malgré son oubli, me semble révélateur des précautions prises par les éditeurs pour ne pas froisser leurs lecteurs tout au début du XXe siècle. Ce livre s'inscrit dans les tentatives nouvelles de certains éditeurs, là vous le voyez, pour créer des récits illustrés de photographie qui connurent un moment de gloire entre 1890 et 1910. Bien qu'ils ne puissent rivaliser avec des ouvrages novateurs comme Bruges la Morte, très innovateurs dans la relation texte-image, ils méritent d'être signalés et étudiés, d'abord parce que c'est sans doute le premier ouvrage français destiné à la jeunesse illustré de photographie, et d'autre part parce qu'il s'inscrit dans la biobibliographie de la journaliste Séverine, à laquelle de nombreuses études sont consacrées et qui, malgré tout, répondit à une enquête du Mercure de France de 1998. On lui demandait ce qu'elle pensait de la présence de la photographie dans le livre. Elle répondit « Je suis contre, et de toutes mes forces, c'est horrible ». Sakatou est donc un ouvrage de 88 pages, illustré de 78 photographies légendées, reproduites en simili-gravure, technique récemment découverte, et qui permettent une illustration abondante. Sakatou donne à la photographie une large place qui bouscule l'acte de lecture. Pratiquement chaque page de l'ouvrage, je vais l'ouvrir comme ça. Pratiquement chaque page de l'ouvrage est illustrée, contient une photographie. On trouve en effet jusqu'à 4 photographies par page qui coupent la lecture et parfois même un mot, obligeant le lecteur à s'interroger sur le sens de sa lecture. Le texte est régulièrement aménagé pour pouvoir accueillir les photographies dont il épouse la forme, le plus souvent rectangulaire. 5 photographies sont même reproduites en pleine page à l'horizontale, ce qui oblige le lecteur à tourner le livre. Une des dernières pages de l'ouvrage n'a pas de texte, mais est constituée uniquement d'ouvrages sous le titre « Nos amis », vous la voyez en bas à droite. Ces photographies sont régulièrement des mises en scène photographiques qui illustrent de façon redondante les moments clés de l'histoire. Elles collent au texte de façon mimétique et semblent clairement réalisées après sa rédaction. Cet ouvrage semble pencher du côté de la modernité. En effet, à cette époque, elle est partout dans la société française. Elle figure sur les affichages publics, orne les cartes de visite, se diffuse en format carte postale. Néanmoins, comme vous pouvez peut-être l'observer, l'éditeur pour enfants de ce début du XXe siècle, soucieux de son lecteur, garde à l'esprit qu'un ouvrage pour enfants s'adresse à un double lectorat, l'enfant et son parent, qui cherche ce qui est beau et bon pour lui en matière de livres, et il inscrit donc son livre dans la modernité en ayant recours à la photographie, mais en l'entourant de 1000 précautions. Sakatou est un beau livre, je vous le disais. Il est édité dans un format 24-32 sur papier glacé avec une couverture cartonnée rouge, une tranche dorée et une typographie Belle Époque. L'espace de chaque page est délimité par un encadrement composé de rubans et nœuds ou d'un collier composé de 3 rangées de maillons. Au sein de ces ornements sont insérés les 5 médaillons photographiques de Sakatou et des reproductions dessinées de portraits du chien. Dans ce cadre ornemental, qui rappelle celui d'une peinture, photographie et texte sont enfermés dans un autre cadre rectangulaire dont le trait est parfois doublé. Comme dans les éditions de luxe des livres photographies, l'éditeur de Sakatou insère même un motif floral dans les dernières pages, une illustration qui ressemble à une estampe japonisante et des fleurons pour clore les chapitres. Avec ces ornements, ce cadre qui enferme texte et images dans le même espace, l'éditeur semble donc chercher à réesthétiser, à reformer l'unité d'une page sans unité, déstructurée par l'insertion à tout moment de photographies et de vignettes.
Cet ouvrage semble donc osciller entre une recherche de modernité en ayant recours à la photographie, tout en maintenant une tradition rassurante pour le lecteur. Il s'agit sans doute de rassurer un lecteur bourgeois pour qui la photographie dans le livre est associée à l'époque aux romans érotiques ou policiers, ce qui est bien inconvenant pour les enfants. Avançons dans le temps. Dans les années 30, le discours autour du livre pour enfants illustré de photographie est l'apanage des avant-gardes artistiques, pédagogiques et des pouvoirs politiques, et il impacte la fabrication des ouvrages photolittéraires pour enfants. Il s'agit de balayer la littérature traditionnelle, de proposer de nouveaux objets-livres dans lesquels la photographie permet de voir plus clair sur le monde qui nous entoure et de voir les beautés du monde. La photographe Laure Albin-Guillot reprend à son compte les arguments des tenants de la nouvelle vision en Allemagne ou de l'éducation nouvelle aux États-Unis, et elle écrit « Il est bon, dès les premières années, que l'enfant ait sous les yeux des images qu'il habitue à voir. Bannissons du cadre enfantin toute laideur, toute vulgarité, et présentons-lui des jouets illustrés à son intention d'images précises, faciles à lire, pourtant fouillées et belles. Les photographies très simplement prises, joliment éclairées, vont faire merveille. De jolis contrastes d'ombre et de lumière amusent l'œil enfantin, l'exercent à voir et à chercher. » Comme je l'ai déjà évoqué, les régimes qui se mettent en place dans les années 30 comprennent tout l'intérêt de la présence de la photographie dans les ouvrages pour enfants. Accompagnée d'un texte ou transformée par le photomontage, elle est rapidement mise au service des propagandes des régimes fascistes ou du régime soviétique qui entendent balayer la vieille littérature, valoriser les réussites du régime, rendre plus proches les dirigeants. Et c'est le cas avec cet abécédaire photographique publié en 1943, dans lequel vous voyez l'espace est saturé, l'espace visuel est saturé par la présence du maréchal, qui est photographié en tenue militaire ou de bon grand-père. Et même quand il est absent, il figure sur les dessins. Bien que produit en 1943 dans une période de privation et de peur pour le peuple français, cet ouvrage ignore les difficultés du temps. Il représente uniquement des gens souriants. Les années 50 assistent à une explosion de la production d'ouvrages photolittéraires, et ces ouvrages connaissent d'énormes tirages. Pourtant, une partie de la presse spécialisée condamne son usage. Dans la revue Enfance, Nata Caputo signe un article sur les images et l'illustration photographique. Elle constate l'ingérence de l'image photographique dans tous les domaines. Or, il ne me semble pas, dit-elle, d'une manière générale, qu'il faille encourager ces essais. Elle lui reproche son manque de couleur et de netteté, privilégie le dessin. La photographie, toute fidèle qu'elle soit, ne parvient pas à délimiter et à cerner l'objet comme peut le faire le trait graphique. La photographie est inadaptée au jeune enfant car sur les photographies, son œil encore inexpérimenté décèle mal les lignes essentielles, dégage difficilement les contours. Le dessin correspond donc davantage à la capacité du lecteur du jeune enfant. Aussi, le dessin imprime-t-il incomparablement mieux à la forme des bêtes inconnues dans l'esprit de l'enfant que ne pourrait le faire la photographie. Alors là, je voulais vous montrer un extrait de l'émission À la vitrine du libraire diffusée sur la chaîne ORTF en 1967. Il s'agit d'un entretien réalisé à la bibliothèque de Clamart. Vous pouvez le retrouver sur Internet. Donc là, je ne peux pas vous le diffuser. Je vais juste vous lire ce que disent Jean-Pierre Ezigman et Jacqueline Duhem, qui sont tous les deux illustrateurs. Et Jean-Pierre Ezigman, Jacqueline Duhem défend la photographie dans le livre pour enfants. Jean-Pierre Ezigman dit, lui, la photo est un frein à l'imagination. Elle ne reflète pas exactement chez l'enfant l'idée qu'il se fait d'un phénomène ou d'un événement qu'il a dans sa pensée. Elle stérilise l'imagination. L'enfant est habité par toutes sortes de phénomènes, de rêves, de cauchemars. Il a l'impression que lui seul ressent ces choses-là. Il faut lui traduire par le dessin, concluant que seules les images dessinées sont là pour traduire. Il dit encore, la photo est un élément accidentel, une chose toute faite, dénuée d'imagination. Après La lame de fond de 1968, qui s'attaque à l'éducation et aux productions pour enfants, petites et grandes maisons d'édition ouvrent leurs portes à toutes les innovations plastiques. Voilà. La photographie s'y développe, souvent associée à d'autres styles graphiques. Je vais revenir plutôt sur cette diapo. Ces techniques et son vocabulaire contaminent la réalisation des images des albums en général.
C'est en 1975 que revient un nouveau couperet. Marion Durand et Gérard Bertrand écrivent dans leur ouvrage L'image dans le livre pour enfants: tous les éducateurs s'accordent à reconnaître que le tout jeune enfant éprouve des difficultés réelles à appréhender la photographie. La photographie, selon eux, est illisible par le jeune enfant et il se trouve désemparé devant elle. Par sa matière serrée, par son monochromatisme, par ses contrastes peu accusés, la photographie en général, et à plus forte raison la photographie de médiocre qualité, se présente aux yeux du jeune spectateur comme une masse peu différenciée, une sorte de pavé où des détails peu signifiants en eux-mêmes prennent une importance injustifiée et occultent la composition de l'ensemble. La production photolittéraire va donc connaître un nouveau creux de la vague et c'est en 1982 qu'un ouvrage va cristalliser toutes les critiques contre la photographie dans les livres pour enfants. J'ai nommé Le Petit Chaperon Rouge, édité par Grasset. Il est, selon Thierry Briet, le fondateur de la maison d'édition Où sont les enfants, responsable de l'anathème qui poursuit le livre illustré de photographie, et il mettra d'ailleurs particulièrement en accusation Françoise Dolto, qui aurait critiqué cet ouvrage sur l'antenne de France Inter et aurait donc jeté l'anathème sur une production de livres photo-illustrés. En 1996, Elisabeth Lortic écrit dans la revue des livres pour enfants « Il nous est apparu que le livre pour enfants recèle d'immenses trésors en matière de photographie que les enfants ont su et savent apprécier. » En 2013, dans le dictionnaire du livre de jeunesse, Michel Defourny écrit « Longtemps contesté, l'album photographique pour enfants, même s'il reste minoritaire dans la production, a fini par s'imposer. Ces jugements positifs cachent une autre réalité. En 1996, Gabriel Borret constate « Je crois qu'il y a probablement aussi un a priori de la part des éditeurs d'aujourd'hui. D'une part, ils pensent que les enfants ne sont pas vraiment concernés par la photo, parce que c'est trop statique. D'autre part, le marché du livre de photographie est un marché très dur, peu rentable, à faible tirage. Or, dans le domaine du livre pour enfants plus qu'ailleurs, la tradition est plutôt d'essayer de faire des livres qui s'adressent au plus grand nombre. » Et en 2007, Thierry Briet constate une défiance persistante. L'une des raisons de la quasi-absence de la photo dans l'album jeunesse est sans doute ce préjugé d'éditeur qui voudrait que la photo ne soit pas faite pour les enfants. Et ce préjugé est un aveuglement, une espèce d'idiotie partagée par beaucoup de gens, dit Thierry Briet. Les enquêtes menées auprès d'éditeurs, d'écrivains, de bibliothécaires, de libraires, enfin mes enquêtes, montrent que la photographie suscite encore la défiance, hormis dans les imagiers et les documentaires, et il est d'autant plus admirable de la part de certains éditeurs d'oser le pari du livre de photographie. Pour analyser le bien fondé de ces critiques, j'ai tenté de mesurer la réception du lecteur enfantin en ayant recours aux analyses de psychologues, psychiatres, historiens de l'art. Il semble que, devant l'image photographique contenue dans le livre de non-fiction, tels les imagiers ou les documentaires, l'enfant met en place des mécanismes de reconnaissance, de remémoration, qui impliquent tous ses sens, le conduisent à agir, à parler, à investir le livre. L'image photographique lui donne l'illusion que ce qu'il a sous les yeux est présent et palpable. Placée dans les ouvrages de fiction, cette fois, la photographie figure un personnage plus nettement que ne le ferait un dessin. Elle le rend réel et elle peut même accélérer le processus d'identification. Elle impose au lecteur une proximité immédiate avec le personnage et fonctionne comme une invitation tendue au lecteur à aller explorer le territoire du livre avec lui. La photographie lui donne l'illusion de la réalité, ce qui n'est pas pour lui déplaire. Elle ne bride pas l'imaginaire, mais le nourrit. Les reproches, en somme, que l'on a pu adresser au livre de photographie pour enfants sont fondés lorsque le dispositif texte-image est mal pensé, lorsque l'acte de lire n'est pas pris en compte par les créateurs, lorsque l'enfant ne peut pas partager les émotions d'un personnage, lorsque celui-ci est vide de sens, mais ces reproches s'appliquent finalement à tous les livres illustrés. Faisant le constat qu'aucune étude empirique n'avait été menée pour examiner réellement la réception des ouvrages, de ces ouvrages, nous avons conçu avec le laboratoire Loustic de l'Université de Rennes 2 une enquête permettant de mesurer la réception des lecteurs réels à partir d'un ouvrage conçu spécialement pour l'occasion,
numérisés et proposés à la lecture sur des tablettes dans une classe de Rennes. Alors, un ouvrage a été créé à partir d'un texte que j'avais écrit. Il a été numérisé en 2 versions différentes, l'une avec les photographies de Lily Franet, l'autre illustrée avec les dessins de l'illustrateur Michael Elfati. Les deux versions de l'ouvrage sont structurées de manière identique, une page de couverture et une page annonçant la fin de la lecture, ainsi que 2 pages contenant du texte et de l'image, 2 pages composées uniquement de texte et 2 pages composées uniquement d'images. Suite à cette première phase, il était demandé aux élèves de répondre à un questionnaire de fin de lecture. Une fois le questionnaire rempli, les 2 versions numériques de l'ouvrage ont été présentées aux élèves. Donc, il a eu droit aux 2 versions. Ainsi, il leur a été demandé d'indiquer à l'écrit quelle version il préférait. Pour terminer, après chaque session, des entretiens en groupe de 5 élèves étaient menés pour comprendre pourquoi les élèves ont préféré une version plutôt qu'une autre, et afin d'obtenir plus de précision sur leur perception, et nous avions enregistré leurs réponses. Les résultats obtenus à la question « Quelle est ta version préférée ?» ne nous permettent pas d'observer une version majoritairement appréciée par les élèves. Au total, 10 élèves préfèrent la version dessin, 8 préfèrent la version photographique et 2 élèves n'ont pas d'avis. Majoritairement, les élèves préfèrent la version de l'ouvrage qu'ils ont eue. Les élèves qui préfèrent la version dessin expriment que cette version est plus attrayante. Il y a plus de couleurs, c'est plus joli. Enfin, quelques élèves qui préfèrent cette version trouvent que les dessins sont plus adaptés au côté imaginaire de l'histoire. Les élèves qui préfèrent la version photographie apprécient le style en noir et blanc des photos. Surtout, ils trouvent que les photographies sont plus réalistes. Ils ont l'impression que les personnages sont réels. Il y a de vraies personnes dessus. Je ne sais pas pourquoi, ça rendait l'histoire plus réaliste, m'a dit un élève. Cette version les aide également à mieux comprendre le contexte, notamment le lieu où se passe l'histoire. Aucune des 2 versions ne fait consensus. Les explications des préférences par les élèves relèvent plutôt de variables externes et individuelles. Cette étude ne nous permet pas de montrer une réelle différence entre les 2 versions proposées de l'ouvrage. Ces résultats peuvent s'expliquer par une limite due au matériel. Et donc, ces résultats sont à nuancer du fait des limites de l'étude faite sur un petit échantillon de participants avec une faible puissance du test non paramétrique et peut-être dû au matériel. Il faudrait refaire ce test en réitérant l'étude sur un plus grand nombre de lecteurs, mais faute de budget, nous n'avons pas pu refaire le test. Voilà. Je vais conclure. Depuis longtemps, la photographie s'est taillée une place de choix dans les livres pour enfants, donnant lieu à des productions à l'inventivité renouvelée. Dès la fin du XIXe siècle, à la faveur des développements techniques qui ont facilité la reproduction et l'impression, fort d'un type d'image qui présente une valeur pédagogique ou exerce un pouvoir de fascination certain, les ouvrages photographiques destinés au jeune public se sont multipliés, des abécédaires aux livres d'artistes, en passant par les documentaires ou les contes de fées, les livres tirés de films ou les portraits de pays. Si une part conséquente des images composant ces ouvrages demeure anonyme, bien des clichés de photographes de renom ont été intégrés à ces ouvrages. Davantage, nombre de grands noms ont contribué activement à leur élaboration, à l'instar de Laure Albin-Guillot, Claude Cahun, Dominique Darbois, Robert Doisneau, jusqu'à Tana Oban, Sarah Moon, Annette Messanger, pour lesquels ces livres font pleinement partie de leurs œuvres. La photolittérature jeunesse a été également et est toujours le lieu d'accueil pour des expériences plastiques novatrices, pour des collaborations fécondes entre les photographies et le texte, entre le dire et le voir, entre ce qu'Elena Corda et Ivo Duca nomment les 2 plumes de leur ouvrage dans The Secret of the Two Feathers, pour raconter, convaincre et accueillir l'imaginaire enfantin. Largement diffusée, particulièrement prisée des enfants, cette littérature photographique est pourtant longtemps demeurée méconnue, a souvent été condamnée par les éducateurs, à quelques notables exceptions près. Elle a souffert du double des intérêts longtemps associés à la photographie d'une part et à la littérature de jeunesse d'autre part. Oubliés, ces livres ont pourtant marqué plusieurs générations et façonné bien des regards.
À ce titre, ils font partie intégrante de l'histoire de la photographie et de la littérature de jeunesse, et méritent d'être découverts ou redécouverts. L'existence de la photolittérature de jeunesse est dans les mains des créateurs pour que l'enfant se sente touché par ce qu'il lit et par ce qu'il voit. L'existence de la photolittérature de jeunesse est dans les mains des chercheurs qui ont le pouvoir de faire redécouvrir l'histoire riche de cette production. L'existence de la photolittérature de jeunesse est dans les mains des passeurs de livres qui ont le pouvoir de faire découvrir ce genre littéraire. Je vous remercie de leur avoir donné une tribune ce matin et je vous renvoie à ce numéro des livres, alors il est caché sous le petit carré jaune là, mais il va disparaître, édité par la BNF. Je vous ai mis également d'autres titres d'articles, vous pouvez aussi retrouver les miens et je vous mets un lien aussi vers mon site qui est actualisé toutes les semaines. Je vous remercie, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Laurence. Je vais essayer de recopier le lien dans la discussion pour que vous puissiez la voir, mais sinon, vous pouvez le retrouver dans les bibliographies qui sont sur notre site. Je vous relais une photo qui a été posée dans la une question, pardonnez-moi, qui a été posée dans la discussion. Quelqu'un voulait savoir quel était le niveau de classe pour l'étude que vous venez juste de citer? CE2, CM1, c'est un double niveau. Merci beaucoup. Et par ailleurs, il y avait quelqu'un d'autre qui voulait savoir si vous accepteriez de communiquer votre diaporama. Peut-être qu'on peut lui laisser vous contacter par l'intermédiaire de votre site? De toute façon, la conférence de ce matin va être en ligne, donc Absolument. Ce sera de retrouver Voilà. le diaporama. J'ai effectivement oublié de le préciser au début de la conférence. Vous pourrez la retrouver après un petit temps nécessaire pour la manipulation de la vidéo, mais elle sera en ligne sur notre site. Je vous ai mis le lien dans le fil de la discussion que vous pouvez enregistrer si vous avez besoin de récupérer quelques liens qui ont été donnés. Pour ça, il faut que quand vous affichez la discussion, en bas à droite, vous avez un tout petit bouton avec 3 petits points qui vous permet d'enregistrer cette discussion et donc de retrouver ces différents sites. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient la parole pour poser des questions? N'hésitez pas. C'est un petit peu difficile à distance. On est parfois encore un petit peu plus timide. Je vous remercie en tout cas d'avoir été si nombreux ce matin pour me suivre et même depuis l'Italie et depuis Vilnius, j'ai cru comprendre. Quelqu'un demande quand est prévue la sortie du livre chez Memo? À la fin de l'été, normalement, si tout va bien. Mais nous y travaillons activement chaque jour. J'envoie un petit coucou à Christine Moreau qui doit être derrière son écran. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir, poser des questions, demander des précisions? Profitez-en, n'hésitez pas. Ils peuvent aussi me contacter sur mon site minifleet.hypothèse.org. Régulièrement, j'ai des commentaires ou des questions relatives aux ouvrages que je présente ou aux interviews que je donne. Donc, que m'accordent plutôt les photographes ou les auteurs des livres. Donc, ils peuvent réagir aussi sur le site. L'adresse a été donnée aussi dans le cours de la discussion. J'essaie de la retrouver. Elle est en bas de l'écran. Ah oui, elle est en bas de l'écran, pardonnez-moi. Alors, c'est encore plus simple. D'autres questions? Dans un article qui va sortir dans la revue Images et Narratives, à la fin au mois de juin, je présenterai les ouvrages de Dominique Darbois. Je reviendrai notamment sur la circulation des images de Parana, le petit Indien, qui vont à la fois illustrer donc un ouvrage pour enfants et plusieurs ouvrages pour adultes. Et je montre d'ailleurs dans cet article comment certaines images de Dominique Darbois se retrouvent dans les ouvrages pour adultes, mais en changeant, le texte qui les accompagne est complètement différent, les noms des personnages ne sont plus les mêmes, mais ça fonctionne quand même. D'où ce que je disais sur la polysémie et la porosité des images. J'espère que mon discours n'a pas été trop difficile à suivre pour les amis italiens que je vois connectés. Si la conférence est en ligne, vous pourrez prendre le temps de réécouter tranquillement et de faire des pauses.
pour les personnes qui demandent comment enregistrer la discussion, il faut d'abord que vous appuyez, que vous ouvriez la liste de la discussion. Donc ça, c'est une petite bulle qui est située en bas de votre bandeau, a priori. Et quand vous avez ouvert la discussion, c'est là que se trouvent les 3 petits points en bas à droite. J'espère que vous parvenez à trouver. En tout cas, il y a évidemment beaucoup de remerciements dans le. Vous ne pouvez pas les voir en temps réel, Laurence, mais vous les donnera. Une autre question, les albums illustrés par des photographies représentent quelle part à peu près du secteur du livre jeunesse aujourd'hui? Eh bien, je ne sais pas répondre à cette question, figurez-vous. C'est difficile, oui. En général, les statistiques données du secteur de l'édition concernent plutôt des genres littéraires plus larges, mais effectivement, le type d'illustration, je ne suis pas sûre qu'on puisse avoir ce type d'informations facilement. Et on se faisait une réflexion avec la commissaire de l'exposition à Toulouse, qui a lieu en ce moment à la médiathèque José Cabanis, quand ils ont voulu recenser tous les ouvrages photographiques qu'ils avaient dans leur fonds. Les livres n'étaient pas indexés avec le mot photographie, ce qui montre bien que la difficulté, ça exprime, ça illustre le manque de reconnaissance pour ces livres, et il a fallu faire une recherche approfondie pour pouvoir les identifier. Donc on les identifie vraiment pas sous le terme d'ouvrage photographique. Oui, c'est vrai que ça touche à la façon dont les livres sont signalés dans les catalogues de bibliothèques. Et effectivement, je pense que c'est le cas aujourd'hui dans la façon dont les collègues traitent les livres contemporains. Et là, je pense que c'est indiqué, c'est sans doute effectivement beaucoup plus difficile pour des ouvrages un petit peu plus anciens. Donc, ça demande des mentions qui n'apparaissent effectivement pas forcément dans la description des illustrations. Peut-être toute petite précision que je peux faire, parce que je connais relativement bien la production des documentaires, des livres documentaires. C'est vrai qu'il y a des effets de mode, sans doute, et en ce moment, on est plutôt dans une période où il y a beaucoup d'illustrations et beaucoup moins de photos qu'il y a un certain temps, mais c'est vrai que ce sont des choses qui vont et qui viennent, et évidemment, il y a des évolutions. Voilà, là, on est plutôt en ce moment, depuis quelques années, en tout cas, dans une mode de retour à l'illustration. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir la part d'ouvrages fictionnels qui sont illustrés de photographie, parce que globalement, imagier et documentaire, ça ne pose pas de problème. C'est à partir du moment où on touche à la fiction que là, ça devient difficile que les lecteurs, surtout adultes, ont du mal à accepter la présence de photographie dans ces ouvrages. Quelqu'un demande si vous avez cherché à savoir si cette photolittérature pour enfants a eu des effets sur l'illustration dans les albums. A eu des effets sur l'illustration, c'est-à-dire? Si je comprends bien, est-ce que l'usage de la photo aurait des conséquences ou susciterait des réactions du côté de l'illustration, pour le coup? C'est En ce que tout je cas, comprends. dans les années post-68, la photographie, elle contamine tous les ouvrages et sert de modèle aussi à l'illustration des ouvrages en général. Est-ce que ça répond à votre question, à la personne qui s'était exprimée dans le chat, ou est-ce que vous avez besoin de... Vous voulez les formuler? Je vais même compléter un ouvrage dont je n'ai pas parlé, mais dont je parle abondamment dans ma thèse. Cette contamination de l'illustration à partir de la photographie démarre dès 1890 chez Jules Verne, avec son ouvrage qui s'appelle Claudius Bombarnac, qui est illustré par des gravures. Et en fait, ces gravures, elles sont des reproductions par le dessin, des photographies prises par Paul Nadar lors de son voyage de Tiflis à Samarcande. Jules Verne est un familier de la famille Nadar. Il découvre les 1200 photographies réalisées par Paul Nadar, et il va s'en servir pour raconter l'histoire de son reporter Claudius Bombarnac. Et l'illustrateur, et j'espère ne pas dire de bêtises, je crois que c'est Bennett, s'inspire des photographies pour réaliser ses dessins. Il les reproduit, les photographies, il fusionne une ou deux en dessin, il ajoute des personnages, et du coup, il fictionnalise complètement cette photographie. Mais donc, elles ont servi souvent de modèle aux illustrations dessinées, donc dès la fin du 19e siècle.
Dans la discussion, pardonnez-moi, Viviane Ezrati, qui a dirigé la médiathèque François Sagan, nous indique aussi qu'on peut trouver cette information, la mention de livres illustrés par la photo, dans le catalogue du fonds patrimonial de l'Heure Joyeuse, et elle donne le lien vers le site des bibliothèques spécialisées de la ville de Paris. Et c'est bien pour ça que l'Heure Joyeuse a réussi à méditer un recensement de plus de 1500 ouvrages. Oui, parce qu'en plus, ça faisait partie des points forts de ce fonds à l'Heure Joyeuse, donc effectivement, une attention particulière portée Oui, il me à ce semble support. bien qu'il y a eu une expo sur les livres photos à Sagan. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si par hasard j'avais raté des choses dans la discussion, quelqu'un, je lis ce commentaire en passant, a apprécié évidemment ce retour dans le temps très instructif, notamment la place des femmes qui nous a éclairés. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à enregistrer la discussion. Peut-être que dans mes paramètres, c'est quelque chose que je n'avais pas coché. Est-ce que si les gens n'y parvenaient pas, est-ce que vous êtes intéressé par le fait que vous puissiez écrire à l'adresse qu'on vous avait donnée que vous avez utilisée pour l'inscription? Peut-être que vous pouvez écrire un mail à cette adresse pour qu'on vous envoie éventuellement la discussion enregistrée s'il y a des gens qui sont intéressés. Donc, c'était cnlj.formation@bnf.fr, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, si vous avez eu des difficultés à enregistrer la discussion, peut-être que vous pouvez nous écrire à cette adresse. D'autres interrogations? Sinon, il va nous rester à remercier évidemment beaucoup Laurence de s'être pliée à cet exercice difficile et de présenter encore nos excuses pour cette petite fenêtre qui s'ouvrait sur l'écran. J'en suis absolument désolée, on n'a pas réussi à régler les choses avant le départ de la conférence. Je rebondis juste sur ce que nous donne Viviane Ezrati qui rappelle que donc, le Fonds patrimonial Heure Joyeuse avait organisé une grande exposition L'enfant et la photo en 2011, présentée à la Galerie des Bibliothèques, mais que malheureusement, il n'y avait pas eu de catalogue. Eh bien, merci à tous alors pour votre attention, à Laurence donc pour avoir accepté de maintenir dans ces conditions techniques peu favorables cette conférence. Et nous avons donc des remerciements de Vilnius qui sont dans la discussion. N'hésitez pas donc à réécrire à l'adresse nlj.information si vous avez des difficultés à enregistrer la discussion. On pourra vous redonner ces liens. Et j'en profite peut-être juste pour vous donner un tout petit point d'information sur les prochaines conférences. Il y en avait une qui était prévue le 21 mai sur la naissance du théâtre jeune public en Europe qui ne pourra malheureusement pas avoir lieu étant donné la situation sanitaire. Ça n'a pas été possible de la maintenir et de la préparer correctement. Donc notre prochaine conférence, ce sera le 11 juin avec Bernard Friot, une conférence qui s'appelle Gianni Rodari, un auteur au service de ses lecteurs. Je ne sais pas encore, je ne peux pas encore vous dire si elle pourra avoir lieu en partie en présentiel à la BNF. Nous le souhaitons, mais nous n'en sommes pas tout à fait sûrs. Donc, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne journée et en espérant vous revoir donc, dans les salles réelles ou virtuelles de la Bibliothèque nationale. Merci beaucoup, grazie. Merci à tous et bonne journée.